Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 15 mars. Jean Tibéry, suspendu de ses fonctions de secrétaire départemental de la Fédération RPR de Paris, s'indigne et dénonce les méthodes, je cite, fascistes et staliniennes du RPR. La présidente du RPR, Mme Michèle Alliot-Marie, est notre invitée. Le droit légal des malades n'est pas appliqué, l'accès direct au dossier médical est difficile, voire impossible. Au Kosovo, les soldats français gardiens du pont de Mitrovica repoussent de nouveau des manifestants serbes. Le Parlement européen veut réglementer la composition du chocolat pour y ajouter des matières grasses végétales, protestation des chocolatiers et inquiétude des producteurs africains. Et puis un nouvel album de la chanteuse Noah, Blues Touches Blue, avec des chansons en anglais, en hébreu et en français. Nous verrons ça à la fin de cette édition. Quelques heures après avoir été avisé qu'il était suspendu de ses fonctions à la tête de la fédération départementale du RPR, Jean Tibéry contre-attaquait. Et il haussait le ton contre ceux qui se disent encore parfois ses amis, ne lâchant rien sur ses ambitions futures pour la mairie de Paris. Et Jean Tibéry a lancé une série de mises en garde et un défi quant à la transparence de l'ensemble des fichiers du RPR. Sur cette conférence de presse, le reportage de Jeff Wittenberg et Patrick Deschmecker. Aujourd'hui, pas de doute, Jean Tibéry voulait soigner la mise en scène. Arrivée théâtrale, flanquée de sa garde rapprochée, une vingtaine d'adjoints et de conseillers, voilà pour le décor. Côté texte, après la sanction du RPR, le maire de Paris attaque, et il attaque très fort. La sentence était prononcée avant même que le procès ne soit instruit. La méthode est purement et simplement une méthode autoritaire, dictatoriale, fasciste et stalinienne. Jean Tibéry s'en prend ensuite à Michèle Alliot-Marie. Pourquoi, dit-il en substance, n'a-t-on pas mis en cause les fichiers d'adhérents au moment de l'élection à la présidence du RPR? Puis vient la question des municipales auxquelles, naturellement, il est, lui, candidat. Les autres, présents ou futurs, notamment Philippe Séguin, en prennent pour leur grade. Que l'on arrête le petit jeu « retenez-moi ou je fais un malheur » ou l'autre petit jeu « je fais don de ma personne à Paris ». Mais je le dis à la présidente du RPR, à celles et ceux qui l'entourent et me dit-on qui la conseillent, ne continuez pas dans cette voie. Ou alors c'est que vous avez tiré un trait sur les municipales, les législatives et les présidentielles. On veut me faire porter le chapeau pour des actes que je n'ai pas commis, ajoutera Jean Tibéry. À la fin de la conférence de presse, ces lieutenants se font encore plus précis et évoquent le temps où Jacques Chirac était le maire de Paris. Jean Tibéry, je veux dire, a été pendant longtemps, un fidèle lieutenant de Jacques Chirac. Il est le témoin, bien entendu, de tout ce qui s'est passé avant. Il ne l'a jamais critiqué, il n'a jamais fait de menaces. Et je veux dire, il ne veut pas, bien entendu, porter seul une responsabilité collective qu'on lui reproche aujourd'hui. D'où la grande question qui hantait aujourd'hui les murs de l'hôtel de ville. Jacques Chirac a-t-il, oui ou non, donné son feu vert à la sanction qui frappe Jean Tibéry? Si c'était vrai, ça me causerait un préjudice considérable et ça me ferait une peine immense. Mais je ne peux pas le croire. Je vous répète que jusqu'à aujourd'hui, il m'a toujours témoigné amitié, confiance et fidélité. Seul contre tous, une posture que le maire de Paris a fini par affectionner. Entre l'hôtel de ville et le RPR, les journées qui viennent risquent d'être encore très animées. À l'origine de cette colère de M. Tibéry, il y a un rapport interne au RPR établissant de très nombreuses irrégularités dans les listes d'adhérents du parti. Et c'est ce qui motivait la décision annoncée ce matin par Mme Michèle Alliot-Marie, rue de Lille, au siège du RPR. Il s'en est suivi une journée de déclaration croisée très agitée. Reportage Jean-Baptiste Prédali et Carl Constable. Tenez. Un communiqué distribué ce matin à la porte du siège du RPR, le sort de Jean Tibéry est scellé. En fait, la décision a été prise dès hier soir. Le maire de Paris n'est plus secrétaire départemental de son parti et Michèle Alliot-Marie relativise. Jean Tibéry est un ami, cela faisait d'ailleurs partie de la difficulté. Je devais aussi de prendre une décision. Plus tard, ceux qui ont pris cette décision s'expliquent. Il y a bien eu des faux adhérents au RPR à Paris. Les adversaires déclarés de Jean Tibéry prennent acte. Je n'ai pas à être satisfaite de quoi que ce soit. Je constate, je fais partie d'un mouvement, je constate les prises de décision et je les respecte.
Dans l'après-midi à l'Assemblée, il manque un député sur les bancs du RPR. Jean Tibéri, justement, occupé ailleurs, a attaqué directement les instances du RPR. Dans les couloirs, bien sûr, il n'est question que du feuilleton de Paris. La crainte que j'ai avec la réaction de M. Tibéri, c'est que finalement les Parisiens continuent à payer les pots cassés de la division de la droite. Je n'ai pas, moi, à me mêler des affaires d'un parti qui s'appelle le RPR et qui est aujourd'hui à l'agonie. Donc on verra jamais Tibéri porter les couleurs du RPF. Ah, je crois pas, non, ça c'est un gag. Et pendant que les responsables du RPR parlent d'apaisement, la gauche, c'est de bonne guerre, boit du petit lait. C'est triste pour la vie politique française que de constater que celui qui est maire de Paris est abandonné par ses propres amis, y compris par celui qu'il avait installé à la tête de la mairie de Paris. Au RPR, après cette folle journée, Michel Alliot-Marie espère au moins une chose, le retour au calme. Pour l'instant, c'est loin d'être acquis. Nous le verrons dans un instant, mais une dernière fois, hier, Jean Tibéri avait tempêté. Mon éviction serait une injustice sans précédent, avait-il dit. Mais depuis 2 semaines, après des mois d'actions mi-judiciaires, mi-politiques, le feuilleton parisien s'était enrichi de beaucoup de rebondissements autour du maire de la capitale. Commentaire Laurent Hakim. La vie parisienne, sous Jean Tibéri, ressemblerait presque à du théâtre depuis qu'il a pris les commandes de l'Hôtel de Ville il y a près de 5 ans. Une crise en 5 actes, entre comédie et tragédie. Premier acte, en juin 1995, Jean Tibéri, jusqu'ici premier adjoint de Jacques Chirac, lui succède à la mairie de Paris. L'enquête sur les HLM parisiens est ouverte depuis 1 an. Le nom de Jean Tibéri apparaît déjà en qualité de président du conseil d'administration de l'OPAC. Au printemps 1996, c'est l'affaire de l'appartement du fils Tibéri, une HLM rénovée à grands frais via des fausses factures, un dossier classé sans suite. Le juge Alphen, chargé du dossier des HLM, perquisitionne alors au domicile des Tibéri. Il tombe sur le rapport de Xavier, payé 200 000 francs par le Conseil général de l'Essonne. Il y a soupçon d'emploi fictif et l'affaire est transmise au parquet d'Évry. Malgré les affaires, 97 offre un lever de rideau favorable au maire de Paris. En avril, pourtant, le Canard enchaîné a révélé une affaire de faux électeurs dans le 5e arrondissement, jadis administré par Jean Tibéri. Cela ne l'empêche pas d'être réélu en juin député de Paris. Ils ont manifesté leur confiance. L'acte 3 est un coup de théâtre en forme de coup d'État. En avril 1998, Jacques Toubon et quelques amis tentent d'évincer Jean Tibéri. Ils espèrent faire éclater la majorité municipale. Cette tentative de putsch reste sans lendemain. Pendant ce temps, l'affaire du rapport de Xavier Tibéri suit son cours. L'épouse du maire est placée en garde à vue. Acte 4, cerné par les affaires, Jean Tibéri lance en juin 1999 et avant tout le monde sa candidature pour 2001. Il revendique son bilan à l'Hôtel de Ville. Le dossier du crédit municipal vient s'ajouter à la longue liste des affaires. La nomination par Jean Tibéri d'un de ses proches est contestée par la Banque de France. C'est le bras de fer pour maintenir Guy Legris, ancien fonctionnaire de la mairie du 3e, cité dans le dossier des faux électeurs. Le 4 mars, Françoise de Panafieux lance à son tour sa candidature. Jean Tibéri ne supporte pas l'affront. Il lui retire illico sa délégation aux Parcs et Jardins. Des voix s'élèvent à droite contre l'attitude du maire. Le 5e acte de cette tragicomédie parisienne reste à écrire. La majorité municipale n'a jamais voté contre Jean Tibéri. Le maire clame son innocence et se consacre à sa ville sur le terrain. Il veut être candidat jusqu'au bout. Madame Alliot-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parce que vous l'avez toujours soutenu, Jean Tibéri. Enfin, je dis vous, le RPR. Il a toujours voté avec Jean Tibéri. Vous n'avez pas découvert d'un jour au lendemain les faux adhérents ou les faux électeurs. Alors qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup de dire je le suspends et en plus vous dites c'est mon ami? Oui, bien sûr. Vous le dites toujours ce soir? Je le dis toujours ce soir, absolument. Parce que finalement, j'ai été élue comme président du mouvement aussi pour mettre de l'ordre dans la maison et de la transparence. Alors, je crois qu'il faut la vérité aux Français, d'ailleurs. Nous n'avons rien à cacher. Jean Tibéri était secrétaire départemental. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire départemental chez nous? Je dirais que c'est un peu l'équivalent d'un préfet. Autrement dit, le secrétaire départemental est là pour mettre en œuvre ma politique. C'est moi qui le nomme. Il y en a un par département. Il y en a donc 100 que je nomme. Vous êtes arrivé, voilà, il était là quand j'étais arrivé. C'est un poste très important dans notre mouvement, puisque, comme je vous le dis, il est chargé de mettre en œuvre la politique qui est celle de la présidence. De plus, il est chargé de l'animation. Il est chargé de faire fonctionner les instances statutaires du mouvement dans son département. Et il est chargé d'organiser les élections. Et, bien entendu, quand il y a un mauvais fonctionnement ou des dysfonctionnements, alors il est naturel que le président ou la présidente, en l'espèce, le change. Et c'était le cas. Alors là, justement, en préparant ces élections,
nous nous sommes aperçus qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. C'est vrai qu'il y avait des tensions au sein de cette fédération. Et à cette occasion, on a vu qu'il y avait des problèmes, notamment sur les fichiers. À partir de ce moment-là... Prenez quand même une chose, c'est que vous avez été élu présidente du RPR aussi 3 par mois. des adhérents. Bien sûr. Et donc vous avez été élu par des faux adhérents, vous aussi? Écoutez, au moment de l'élection, il y a eu quelques contestations qui ont été réglées d'ailleurs par la commission de contrôle des élections. Exactement. Là, vous en avez réintégré combien? 60, c'est ça? Sur 1000 Sur 1428, donc je crois, vous avez quelque été chose élu comme ça. par 1350 faux adhérents, vous-même. Il y a eu beaucoup de nouveaux adhérents, car je ferai remarquer que depuis que je suis élue présidente, il y a eu plusieurs milliers de nouvelles adhésions sur l'ensemble de la France. D'accord, mais au moment où vous êtes élu par des faux adhérents, vous aussi? Écoutez, je ne le pense pas. La commission a vérifié à ce moment-là les fichiers et il y a eu depuis un certain nombre d'adhérents. Alors continuons sur cette transparence. Quand M. Tibéri dit « Je vous mets au défi, vous, Madame Alliot-Marie, de faire un audit sur la transparence de toutes les fédérations », vous verrez que tout le monde est à peu près au même qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Eh bien, cet audit, nous le faisons chaque fois qu'il y a une contestation. Et en l'espèce, absolument. Et en l'espèce, il y a eu une contestation sur Paris, ça a été fait. À l'occasion de cette contestation, c'est une commission, c'est pas moi, c'est une commission qui a d'ailleurs déjà fonctionné au moment de l'élection à la présidence, qui a été. En même temps, il y a eu un rapport d'un sénateur, le sénateur Jean-Paul Hugot, et nous avons également demandé un rapport à la présidente de la fédération. Est-ce que M. Tibéri est le seul coupable? Est-ce qu'il y a d'autres fédérations RPR où vous pensez qu'il y a de faux adhérents, par exemple? Si vous permettez, votre question était intéressante, donc je vais essayer d'y répondre jusqu'au bout et je répondrai à votre deuxième question. Donc, à partir de ce moment-là, la commission et les rapports ont fait apparaître un certain nombre de dysfonctionnements. Il est de ma responsabilité de présidente d'en tirer les conséquences et par conséquent de suspendre et de prendre en gestion directe, à titre provisoire bien entendu, la Fédération de Paris pour permettre qu'il y ait des élections qui se passent calmement. En ce qui concerne les autres fédérations, ça va être exactement la même chose. Je vous le dis d'ores et déjà, la commission se réunira la semaine prochaine. Elle va examiner un certain nombre de cas où il y a également eu des contestations. Et si nous constatons également, si la commission constate également qu'il y a des dysfonctionnements dans ces fédérations, il y aura les mêmes mesures qui seront prises. Il n'y a pas de cas particulier sur Paris. Il n'y a pas de cas Tibéri particulier à vos yeux. Même si, c'est vrai, en ce qui concerne Jean Tibéri, que je connais depuis fort longtemps, qui est un militant actif du mouvement gaulliste, c'est une décision qui n'a pas été facile pour moi. Quand il vous traite de fasciste, stalinien, dictatorial, autoritaire, l'amitié résiste? Oh, écoutez, je dirais que c'est un peu humain d'être déçu et d'avoir des réactions qui sont peut-être excessives. Ce que je souhaite surtout, c'est que cette décision que j'ai prise soit une décision qui ramène la sérénité qui n'existait plus dans la Fédération de Paris. C'est vrai que vous voyez, d'ailleurs, nous le voyons partout à travers vos journaux. Est-ce que vous pensez que Jean Tibéri peut désormais envisager d'être candidat RPR avec l'investiture RPR? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, nous sommes dans le fonctionnement interne de la Fédération. Il y avait des tensions et c'est vrai que l'ensemble des Français, je dirais les Parisiens aussi, en avaient un peu assez d'entendre parler de ces rivalités de personnes qui apparaissaient dans tous les journaux. Madame, vous ne voulez pas vous prononcer aujourd'hui sur sa décision? Si vous me permettez, je vais vous dire. Donc là, j'espère que cette décision, je souhaite que cette décision, elle a été prise pour ça, ramène une certaine sérénité. Ce qui nous permettra dans le... Oui, bon, vous savez ce que c'est que les hommes. Bon, passons. Peut-être les femmes aussi d'ailleurs. Mais les femmes, on leur demande souvent de prendre les décisions quand elles sont difficiles. Cela ne compte pas. Non, ce que je voudrais vous dire très, très sérieusement, moi je souhaite que tout ceci s'apaise et que nous puissions mener nos élections internes calmement. Donc il n'y a pas de risque d'exclusion, M. Tibéri? Que nous puissions mener nos... Non, il n'y a pas de risque d'exclusion sur cette opération. M. Tibéri demeure un militant. On lui a retiré un certain nombre de ses fonctions parce qu'on avait constaté des dysfonctionnements. On va essayer de mettre ça au clair de façon à ce que les élections puissent avoir lieu sereinement. Il y a un vrai problème. Quand il menace, Mme Alliot-Marie, d'un grand déballage et qu'il laisse entendre qu'il est l'ami de Jacques Chirac, est-ce que vous craignez que ça atteigne le président de la République? Alors, si vous voulez bien, vous m'avez d'abord posé une question à laquelle je vais essayer de répondre, qui était de savoir s'il y avait une interférence avec les élections municipales et avec, effectivement, le problème des investitures pour les élections municipales. Je vais vous dire, ça a été un de mes problèmes d'ailleurs, parce que c'est vrai que les deux arrivent en même temps. Il y a à la fois ces élections, cette mise en demeure, et puis d'un autre côté, il y a le déroulement de toute la procédure que j'ai initiée pour que nous allions jusqu'au bout de la désignation de notre candidat. Et les deux, c'est vrai qu'à partir du moment où je prenais une décision, à ce moment-là, il y avait un risque qu'elle soit perçue comme une autre décision. J'en étais consciente et c'était une des difficultés de la décision. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Jean Tibéri quand je lui ai téléphoné
rappelé ce matin que je prenais une décision parce que, au vu des rapports, je ne pouvais pas faire autrement. Mais c'est un vrai risque. Mais je vais vous demander, est-ce que, à partir du moment où il y avait ce risque de confusion, je ne devais rien faire et laisser la Fédération de Paris dans la situation où elle était. Vous avez décidé de suspendre. Donc j'ai décidé de suspendre, et ce que je souhaite surtout, c'est que maintenant la sérénité retrouvée, nous puissions effectivement pouvoir parler et être entendus sur les vrais sujets qui intéressent les Français. Parce que j'ai été aussi élue pour ça, pour pouvoir parler des sujets qui intéressent les Français et que nous sommes en train de préparer, que ce soit sur les problèmes de sécurité ou que ce soit sur les problèmes d'éducation. Merci madame. Merci à vous. À l'Assemblée nationale cet après-midi, le Premier ministre a annoncé qu'il recevrait l'ensemble des élus corses, y compris nationalistes, le 6 avril de nouveau à Matignon. Et puis à Belfort cet après-midi, l'opération Ville morte organisée pour protester contre les suppressions d'emplois prévues chez Alstom a rassemblé 10 000 personnes dans une manifestation. Il faut savoir qu'Alstom est le premier employeur privé de cette commune. Reportage à Belfort, Nathalie Moisan et Bernie Mériot. Une ville dans la rue pour soutenir son entreprise historique, l'Alstom, comme disent encore les Belfortins, alors que l'entreprise mère a éclaté depuis longtemps en plusieurs entités. Des entités qui aujourd'hui se restructurent. Pour l'énergie, 800 suppressions d'emplois chez ABB Alstom Power. Pour le ferroviaire, 300 chez French Locomotive. 1200 suppressions d'emplois dans la plus grosse entreprise du département, c'est inadmissible, intolérable, inacceptable. Donc on est descendu dans la rue cet après-midi pour le dire à nos patrons et au pouvoir politique. Et ils sont venus en famille avec les grands-parents et les enfants parce que chacun ici a un mari ou une sœur qui travaille sur le site d'Alstom. Pour la population, pour mon frère qui travaille, puis pour tous les Belfortins, je suis solidaire du mouvement. Solidaires également les commerçants qui avaient baissé leurs rideaux, les services publics, les élus, car la ville, disent-ils, ne peut survivre à Alstom. S'il n'y a plus d'industrie, qu'est-ce qu'il y aura? Surtout à Belfort, on n'avait plus d'Alstom. Bulle, ça a déjà fermé. On ne nous a pas beaucoup aidé pour que ça reste ouvert. Alors, Face à cette colère, la direction d'ABB Alstom Power avance des arguments économiques. Nos clients traditionnels étaient des clients type EDF. Aujourd'hui, dans ce marché mondial de l'énergie, il apparaît des clients indépendants, qui sont des gens qui ont d'autres objectifs. Pour eux, c'est un objectif de coût très important et de délai, donc qui nous oblige à baisser nos prix. Une logique refusée par Belfort, mais la mobilisation peut-elle suffire à faire reculer Alstom? Certains Belfortins en doutaient aujourd'hui. En Conseil des ministres, examen d'un projet de loi sur ce que l'on appelle les nouvelles régulations économiques. Il s'agit de mettre des limites au jeu du marché et de la concurrence dans les secteurs de la grande distribution. Explication avec Elsa Palot et Bruno Giraudot. Des suppressions d'emplois chez Michelin, une entreprise qui fait pourtant des bénéfices. Une lutte sans merci entre deux grandes banques, la BNP et la Société Générale. Et enfin, des agriculteurs dressés contre la grande distribution. 3 exemples de dérives de la vie économique, en tout cas selon le gouvernement qui a décidé de reprendre en main les rênes du système. L'automne dernier, Lionel Jospin l'avait promis. Aujourd'hui, ce sont 3 ministres, Christian Sauter, Elisabeth Guigou et Marie-Lise Lebranchu, qui ont présenté ce projet de loi sur les nouvelles régulations de l'économie. Premier objectif, moraliser la vie financière. Rendre plus transparentes les grandes opérations comme les offres publiques d'achat. Le projet prévoit notamment une meilleure information des salariés lors d'une fusion. Les instances de contrôle de la bourse devraient également être renforcées. Deuxième objectif, la transparence au sein même de l'entreprise, par exemple la publication du salaire des dirigeants jusqu'aux grands patrons. Troisième objectif, surveiller la concurrence et donc sanctionner plus fermement toutes les pratiques commerciales déloyales. Une commission de contrôle pourrait ainsi être mise en place pour définir les règles de bonne conduite entre producteurs, distributeurs et consommateurs. Sur fond de fusion de grands distributeurs, notamment Carrefour et Promodès, les producteurs de produits alimentaires dénoncent souvent les abus de position dominante de ces groupes. Ils n'ont plus guère de marge de manœuvre pour négocier les prix de leurs produits. Michael Darmon et Christophe Lavroca ont pu le constater chez un producteur avicole, c'est à Oraison, dans les Alpes de Haute-Provence. Celui-ci a choisi de s'associer à d'autres producteurs sans attendre une éventuelle nouvelle législation. 300 000 par jour, 110 millions d'œufs par an. La coopérative avicole Avidurance travaille presque exclusivement pour les enseignes de la grande distribution. Le partenariat remonte au début des supermarchés dans les années 60. Françoise, la mémoire de l'entreprise, se souvient. À l'époque, l'objectif était de placer 4000 œufs par semaine.
c'est vraiment minime, quoi. 4 000 extra frais, je peux vous dire, ça représente actuellement 10 rangs sur un safil traité dans le centre. Depuis, la grande distribution règne en maître sur le secteur et impose ses règles de qualité pour ouvrir l'accès à ses rayons. Alors ici, on a investi entre 15 et 20 millions de francs pour mettre toute la chaîne d'élevage et de production à niveau. Chaque œuf est contrôlé, marqué par un code producteur et une date de fraîcheur. C'est une exigence, mais je préférais parler de partenariat parce que de notre côté, nous, on évolue dans le bon sens et pour répondre aux besoins des consommateurs. Mais le besoin des grandes surfaces est aussi de pratiquer les prix les plus bas. Afin de maintenir son prix d'achat, la coopérative a créé sa marque et rejoint un groupe national de producteurs. Avec les grandes enseignes, elle traite presque d'égal à égal. C'est-à-dire que pour arriver à leur fournir un produit, il faut être capable de leur démontrer que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et c'est en se groupant qu'on arrive à avoir une assurance pour arriver à leur niveau. Au fond, c'est tout de même le marché qui régule les rapports entre ses producteurs et la grande distribution. Les Alpes de Haute-Provence sont en sous-production pour les œufs. Et ici, les grandes surfaces n'ont pas trop les moyens de faire jouer la concurrence. Sans doute aiguillonné par les menaces de fraude sur les cartes bancaires, le groupement des cartes bancaires vient d'annoncer que le numéro et la date de validité des cartes vont disparaître d'ici la fin de l'année des facturettes émises par les terminaux de paiement. Cela pourrait, paraît-il, éviter certaines fraudes. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a remis son rapport au Premier ministre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. Mais ce rapport s'accompagne d'un sondage très inquiétant. Un sondage Louis Harris réalisé au mois de novembre dernier sur plus de 1000 personnes représentatives de la population française. Je vous lis 3 éléments de ce sondage. Plus des 2 tiers des Françaises se disent plus ou moins racistes. 61% disent qu'il y a trop d'étrangers, trop d'Arabes, trop de Noirs, trop d'Asiatiques. Et on ajoute même dans la question trop de Juifs. 31% trouvent d'ailleurs que les Juifs ont trop de pouvoir. Et puis enfin, pour 71% des personnes interrogées, les immigrés qui viennent en France profitent de la protection sociale. Il s'est trouvé quelqu'un pour affirmer que tout cela était une bonne nouvelle. C'est le délégué général du mouvement de Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou. La Commission des droits de l'homme évoque aussi de nombreux faits de discrimination raciale dans le monde du travail, mais également pour l'obtention d'un logement. Anne Guéret, Daniel Lévy rapporte un cas de discrimination avérée qui a fait l'objet, et c'est rare, d'une condamnation en justice. C'était près de Compiègne, dans l'Oise. La petite annonce était alléchante. La vie promettait d'être délicieuse et paisible au château de Gournay. Juin 99, ce jeune couple déniche une occasion de rêve. Un 5 pièces à louer dans le château, prix modéré. Le couple a un dossier solide, il fait affaire avec une agence immobilière et signe un bail de 3 ans. Comme c'est naturel, l'agence n'informe pas la propriétaire de l'origine de son locataire. Mohamed Ouadzani et Valérie Joncoux s'installent, mais voilà. Une semaine plus tard, quand Mohamed Ouadzani veut rentrer chez lui, il trouve porte close. J'ai trouvé la serrure changée avec le fameux petit mot en m'interdisant de rentrer chez moi. Monsieur, nous avons changé la serrure, je suis la propriétaire, vous n'avez pas l'autorisation de rentrer dans mon appartement. La gendarmerie a été prévenue. Au début, franchement, je n'ai pas compris que c'était un problème de discrimination raciale. C'est l'agent immobilier qui va lui ouvrir les yeux. Quelques jours après la signature du bail, il a reçu, dit-il, la fille de la propriétaire. Et ce qu'il a entendu ce jour-là l'a tant choqué qu'il a témoigné en justice. Madame Lejeune m'a dit, vous vous rendez compte, vous avez loué à un arabe, vous savez bien que si vous en laissez entrer un, là je l'ai coupé, pour lui dire qu'elle dérapait sur des propos racistes. Elle m'a répondu, quitte à passer pour une raciste, je veux casser le bail par tout moyen. Le mois dernier, la justice a condamné Claire Lejeune pour discrimination raciale à 3 mois de prison avec sursis. Nous avons demandé à sa mère, la propriétaire du château, si elle adhérait aux propos de sa fille. La réponse fut édifiante. Ça a sûrement été grossi parce que c'est vrai que mon petit-fils a été agressé, à part des Nord-Africains, et il y avait des Français aussi, parce qu'il y a des Français qui veulent pas mieux. Et puis il y a une sœur de mon gendre qui a été violée il y a une dizaine d'années. Oh bon, on n'avait pas de photo. Ces propos ont été retenus par la justice pour prononcer le délit de discrimination raciale. Les propriétaires n'ont pas fait appel de ce jugement. Est-ce une manière d'avouer ? Comme dit le dicton, qui ne dit mot consent. Depuis plus de 6 semaines dans le Languedoc-Roussillon, enseignants et parents d'élèves réclamaient des créations de postes pour tenir compte de l'évolution de la carte scolaire. Certains d'entre eux ont été reçus avec des élus locaux par Claude Allègre à l'Assemblée nationale cet après-midi, avec un premier résultat encourageant puisque le ministre annonce un plan de rattrapage pluriannuel dès la rentrée 2000 et des négociations pour le début de la semaine prochaine avec le recteur de l'Académie de Montpellier.
Les droits des malades ne correspondent toujours pas aux textes légaux et les associations des usagers de la santé viennent de faire part de leur impatience à Lionel Jospin. Ils veulent une vraie réforme pour renforcer leurs droits et notamment l'accès aux dossiers médicaux. Parfois, des patients doivent recourir aux tribunaux pour avoir gain de cause et les blocages dans la transmission de ces dossiers sont quotidiens. Vous voyez le reportage de Jean-Daniel Flezaquier et Alain Dubas à l'hôpital de Villejuif. Il y a 18 mois, Michel a été opérée d'un cancer du sein dans un centre de l'ouest parisien. Au bout de quelques semaines, elle choisit de quitter ce centre pour aller à Villejuif. Mais son dossier médical ne suit qu'au bout de plusieurs semaines. J'avais donné le nom du médecin, le nom de l'hôpital, et j'avais tout donné, tous les éléments. Mais non. Ils ont mis combien de temps à transférer le dossier? Je vous dis, 1 mois et demi. Et ça vous a semblé long, injuste? Ça m'a choquée, et je me posais moi-même la question sur le dossier, est-ce qu'il sera transmis? Et j'ai eu la surprise de constater qu'il n'était pas transmis au premier rendez-vous. À Villejuif, nombre de patients viennent d'autres cliniques et hôpitaux. Si le dossier ne suit pas, on n'a pas par exemple le résultat des prélèvements indiquant la nature de la tumeur. Et ce résultat est indispensable pour mettre en route le traitement. Tant que nous n'avons pas ce résultat, on retarde l'administration de la chimiothérapie. Alors, est-ce que c'est réellement très préjudiciable? Peut-être pas énormément, mais en ce qui concerne en tout cas le patient, il le ressent de façon très préjudiciable pour lui et psychologiquement, c'est vrai que ça pose un vrai problème. La loi oblige pourtant le médecin à transmettre les informations, comme l'a rappelé Claude Évin dans un rapport sur les droits du patient. Le contenu du dossier médical n'appartient pas à l'établissement de santé, il n'appartient encore moins au médecin. Le contenu du dossier médical, il appartient au patient. Alors qu'il y ait des dispositions pour demander le financement des photocopies, de la transmission matérielle du dossier, c'est tout à fait prévu. Mais il ne doit y avoir aucune réticence à donner l'information que le patient demande. L'accueil, l'information du patient et la tenue du dossier feront partie des éléments qui serviront bientôt à évaluer les services hospitaliers publics et privés. Certaines mauvaises habitudes auront donc tout intérêt à être corrigées sous peine de mauvaises notes. 1000 soldats français et italiens seront envoyés par l'OTAN au Kosovo pour renforcer les bataillons de la KFOR, la Force internationale de paix à Mitrovica. Sur place, les militaires sont en constant état d'alerte. Ils ont dû recourir aujourd'hui à des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de Serbes qui tentaient de pénétrer dans une zone de sécurité de cette ville de Mitrovica, près du pont qui sépare les communautés serbes et albanaises. Reportage de nos envoyés spéciaux Anne Poncinet et Gilles Jacquet. L'opération s'est d'abord passée plutôt en douceur. Très tôt ce matin, les gendarmes français repoussent ce qu'il est convenu d'appeler les gardiens du pont de Mitrovica. Pour la population serbe de la ville, c'est une provocation. Les Serbes se sont donc rassemblés en masse près d'un des ponts de la ville pour manifester leur colère. 16 personnes ont été blessées au cours des affrontements. Selon l'hôpital serbe de la ville, 2 d'entre eux sont très gravement blessés au point d'avoir subi une amputation. Nous avions rencontré ces gardiens du pont il y a 2 semaines. Ils sont souvent habillés de la même parka et munis de talkie-walkie. Toute la journée, ils observent au loin la rive majoritairement albanaise de la rivière Ibar et contrôlent les passages. En principe, ils ne laissent passer que les 2 à 3 000 Albanais qui résident depuis longtemps en zone serbe. Là, par exemple, vous voyez, il y a une Albanaise qui traverse le pont. Personne ne va la toucher. La voici. C'est d'abord notre présence qui attire l'attention sur cette femme. Mais ce qui va suivre est tout de même significatif. Elle se fait prendre à partie et insulter par une Serbe. C'est finalement un gardien du pont qui lui permet de passer. Le responsable de ce groupe d'autodéfense n'est autre qu'Oliver Ivanovic, le représentant des Serbes de Mitrovica, l'interlocuteur des Nations Unies. Selon lui, les gardiens du pont existent car la KFOR ne protège pas suffisamment les Serbes. Nous n'avons pas d'autre solution pour nous protéger. La seule, c'est d'être là, de regarder ce qui se passe, d'observer et d'être prêt, et d'informer la population de ce qui pourrait arriver. L'objectif de la KFOR dans cette affaire est de créer une zone sans milice autour des ponts où Serbes et Albanais pourraient circuler sans encombre. Mais les gardiens du pont étaient considérés par beaucoup de Serbes comme le dernier rempart avant l'invasion albanaise. Leur remise en cause est pour eux un événement très grave. Réquisitoire à Mâcon, au tribunal correctionnel, contre les 61 personnes accusées de production, de diffusion, de détention de cassettes vidéo pédophiles. Le procureur a réclamé 3 ans de prison ferme avec mise à l'épreuve pour le principal prévenu, information que vient de nous donner Thierry Curtet.
La garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, interrogée sur une éventuelle arrestation d'Alfred Sirven aux Philippines, a déclaré à la sortie du Conseil des ministres qu'elle avait transmis depuis pas mal de temps, a-t-elle dit, une demande en ce sens, mais que tout dépendait maintenant des autorités de Manille. Il semble que l'ancien numéro 2 d'Elf ne soit pas encore très précisément localisé. L'ancien député maire RPR de Levallois-Perret, Patrick Balkany, est toujours en garde à vue. Il est toujours interrogé ce soir dans le cadre de l'affaire de l'Office HLM des Hauts-de-Seine. Et puis Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre des Finances, a été entendu ce matin par la juge Eva Joly en marge de l'affaire Elf et d'un emploi présumé fictif de son ancienne secrétaire. Tandis que le Premier ministre britannique Tony Blair et le président des États-Unis Bill Clinton demandent aux scientifiques de verser dans le domaine public toutes les informations concernant le décodage du génome humain, on a pris connaissance de nouveaux progrès issus de manipulations génétiques avec le clonage de 5 porcelets. Ce procédé pourrait offrir à terme un réservoir d'organes. Explication qu'Elsa Margou et Rémi Poissonnier. Cette fable-là ne compte pas 3 petits cochons, mais 5 qui entrent dans la grande légende du clonage animal. 5 cochons rigoureusement identiques. Ils ont été clonés à partir d'une même cellule adulte. C'est un laboratoire écossais qui leur a donné naissance, celui-là même qui avait réalisé avec Dolly le premier clone de mammifère adulte. Mais à la différence de la brebis pionnière, les 5 porcs ont subi une modification génétique qui les rend compatibles avec l'homme. Objectif, faire de ces animaux une sorte de réservoir d'organes qui pourrait être transplanté sur l'être humain. À terme, on pourrait même greffer un cœur de cochon aux malades cardiaques. Mais les chercheurs doivent affiner leur découverte pour éviter le rejet par notre organisme du greffon d'origine animale. Il n'est pas sûr du tout réellement que l'on arrive à rendre tolérable, même après ces modifications génétiques de l'animal, un organe animal à l'homme. On est loin d'y être parvenu. Le laboratoire espère réussir d'ici 4 ans. La xénogreffe, c'est-à-dire la transplantation d'un organe animal chez l'homme, permettrait alors des progrès considérables dans certains traitements. Ainsi, en utilisant des cellules neuronales produites par les porcs, on pense pouvoir guérir un jour les maladies dégénératives du cerveau, comme la maladie de Parkinson. Les familles des victimes de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc sont venues aujourd'hui se plaindre à Paris d'une certaine inertie des pouvoirs publics. Elles estiment que la justice ne fait pas tout pour que l'enquête avance. Les familles ont été reçues à l'Élysée par un conseiller du président. Le Parlement européen s'occupe du chocolat. Désormais, l'Europe estime que l'on peut fabriquer du chocolat en y incluant des matières grasses végétales. Les producteurs et amateurs de chocolat parlent d'une hérésie et le directeur général de la société Valrhona prévoit qu'il y aura bientôt 2 sortes de chocolat et 2 marchés. Cette directive n'est pour l'instant pas applicable immédiatement en France, mais elle pourrait avoir des conséquences économiques fâcheuses pour les producteurs africains de cacao. Reportage Marie-Pierre Samitier et Christian-Marie Monod. C'est le petit pot de beurre de cacao qui donne au grand chocolat noir son croquant et son brillant. Pour les artisans, y ajouter de la graisse végétale est un sacrilège, même si cette graisse ne pourra dépasser 5%. C'est l'ouverture aux excès. Et demain ou dans 10 ans, peut-être que les industriels en demanderont 20%. Partisans des matières grasses, les Anglais, Hollandais et Danois. À l'opposé, les puristes belges et français. Dans l'hémicycle, les Français ont dénoncé le profit des multinationales du chocolat. Car à l'origine, il y a la pression formidable des multinationales. Mars, Nestlé, Cadbury, Suchard et Ferrero, ils pèsent des milliards de francs. Aujourd'hui, ils savourent leur victoire. Ils annoncent que l'ajout de matières grasses n'est pas une question de prix. Le prix est un des éléments, mais la différence de prix obtenue par l'adjonction de matières grasses végétales est tout à fait marginale. Faux, disent les artisans. Pour eux, les industriels veulent gagner plus d'argent en réduisant le prix de la matière première. Une tonne de beurre de cacao, ça vaut à peu près 3 000 $ US. 3 000 $ US, ça fait 20 000 francs à peu près. Une tonne de matière grasse végétale autre que du beurre de cacao, c'est à peu près 300 $ US, c'est-à-dire 10 fois moins. Pour les pays producteurs de cacao comme la Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle donne. Ce pays exporte 1 million de tonnes de cacao, la moitié du marché mondial, à des prix de plus en plus bas. La Côte d'Ivoire pourra s'interroger sur le bien fondé de ce nouveau texte européen, d'autant qu'aux États-Unis, les matières grasses végétales sont interdites dans le chocolat. Les consommateurs américains ont bien de la chance. Du sport, du ski, avec un 4e succès en Coupe du Monde pour la Française Régine Cavagnou lors de la descente de Bormio en Italie. Régine Cavagnou, originaire de la Clusa, est actuellement 3e au classement général de la Coupe du Monde.
Et puis le lancement officiel ce matin par Jacques Chirac de la campagne de soutien aux sportifs français qui participeront aux Jeux Olympiques de Sydney à compter de mi-septembre prochain. Un trophée que vous voyez, un trophée qui a été baptisé les Portes de l'an 2000, a été présenté comme un peu le signe de chance pour les athlètes français. De la musique, de la chanson en anglais, hébreu ou français avec le 3e album de Noah, cette jeune israélienne qui mélange plusieurs styles dans une fort jolie voix. Présentation par Olivier Lenouza de Noah qui sera les 25 et 26 avril prochains à Paris à l'Olympia. D'origine yéménite, elle est née à Haïfa et a grandi dans le Bronx à New York. Sergent-chanteur dans l'armée israélienne, elle a multiplié les tournées dans le Golan, puis en Cisjordanie alors secouée par l'intifada. En tant qu'artiste, si vous êtes honnête, si vous croyez en ce que vous faites avec force, si pour vous c'est votre vérité, alors oui, ça c'est important. Vous savez que vous avez donné tout votre amour, toutes vos pensées. Vous avez donné quelque chose de votre âme. Alors, si les gens aiment ou non votre musique, ça me dépasse. C'est Dieu qui décide. Et voilà, le maison de Mike Adieu. Un studio d'enregistrement en Normandie. La place Saint-Pierre de Rome semble bien loin pour Noah qui chanta l'Ave Maria devant le pape. Nous apprenons à être ouverts vers les cultures qui nous entourent, à davantage communiquer avec les gens, à penser sur un pied d'égalité. Les Israéliens, les Jordaniens, les Palestiniens, les Égyptiens. Nous sommes tous égaux et nous avons tant à partager. When I look into your eyes, I don't know what to say. It's been so very long, we've been waiting for this day. Blue Touches Blue, le 3e album écrit, composé et interprété par Noah. Oh, look at that, look at the beauty of that. Bleu, couleur, lueur d'espoir, chantée par une enfant d'Israël. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle le premier titre de cette édition d'actualité. Jean Tibéri, suspendu de ses fonctions de la fédération RPR, s'indigne et dénonce les méthodes fascistes et staliniennes du RPR, mais il maintient sa volonté d'être candidat à sa succession à la mairie de Paris. La météo dans quelques secondes avec Isabelle Martinet et puis après le premier épisode de S'il vous plaît, une série française réalisée par Christiane Spiro. À 22h35, vous retrouverez Ça se discute de Jean-Luc Delarue et qui aura pour thème les ex. À 0h50, Florence Duprat pour le dernier journal de la rédaction, suivi des mots de minuit de Philippe Lefay. Et demain, à 7h50, Françoise Laborde recevra le ministre Christian Sauter. À 13h, vous retrouverez Carole Gessler. À demain, 20h. Bonsoir, merci.